Welkom opnieuw op het kasteel van Belvedere in Laken, thuis bij koning Albert en koningin Paula. VTM en RTL hadden voor het eerst een exclusief gesprek met het vorstenpaar. Vandaag praten zij voor het eerst openlijk over hun relatie. Ze spreken over hun eerste verliefdheid, maar ook over de huwelijksproblemen die het koppel heeft gekend. Quand vous êtes-vous rencontrés pour la toute première fois? Quand vos regards se sont-ils croisés? Mais je ne sais pas si mon épouse s'en souvient, mais en tout cas, Si, je me souviens, bien. Pour moi, c'était devant un tableau. Nous étions invités tous les deux, avec beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, à une soirée chez l'ambassadeur de Belgique à Rome. Cet ambassadeur était un grand collectionneur de primitifs flamands. Il s'y connaissait très bien en primitifs flamands et il avait réussi à en acquérir quelques-uns. Et c'était la Vierge de Thierry Boots. Et son épouse nous expliquait un peu comment il avait acquis ce tableau et pourquoi il l'aimait, etc. Et tout à coup, j'ai vu une adorable créature qui est venue nous rejoindre. Il y en avait d'autres, mais enfin bon. Non, tu étais pour moi adorable créature. Et elle a regardé, elle a écouté, et j'ai compris qu'elle parlait le français, et je me suis dit, celle-là, j'aimerais bien la revoir. Et elle ne vous regardait pas? Pas avec un énorme intérêt, certainement pas. Vous l'aviez pas remarqué? Non, très franchement. Bien sûr. J'étais invitée à l'ambassade à Caux pour un prince qui venait de Belgique. Ah. Oui, parce que la réception, elle est très modeste, mon époux, mais la réception était faite en son honneur. Et vous avez particulièrement marqué ou pas tellement? Non, moi j'étais arrivée là comme beaucoup d'autres et je dis voilà, moi je ne connais pas ce prince très bien, mais je suis un peu fatiguée, je voudrais aller me coucher tôt. Et au fond, j'ai vu au long de la soirée qu'il bavardait. Mais le protocole ne voulait pas qu'on parte avant lui. Alors on devait attendre. En fait, c'était assez protocolaire. Mais donc, il ne partait pas. Il se plaisait bien. Mais voilà. Tu n'as pas eu l'air trop impatiente, en tout cas. Non, pas du tout. Non. Tu as pris les choses du bon côté. Alors, comment vous êtes parvenu à revoir la reine? Ah bien, alors, j'étais donc à l'ambassade au Quirinal, parce que tout ça se passait à l'occasion du couronnement de Jean XXIII. Et donc, j'ai dit à la fille de l'ambassadeur au Quirinal, avec laquelle nous sommes restés très liés d'ailleurs. Pas au Quirinal. Elle était au Saint-Siège. Au Saint-Siège, pardon. Nous étions au Saint-Siège, pas au Quirinal. Et j'ai dit à la fille de l'ambassadeur, est-ce que vous vous souvenez d'une certaine Paola Ruffo? Oui. Est-ce que vous pourriez l'atteindre? Ce serait quand même sympathique d'organiser. Mais est-ce que c'est pas la seconde fois, parce que tu m'as envoyé une carte? Non, ça c'est venu après, quand je suis rentré en Belgique. Mais alors, on avait organisé une excursion, il y avait des excursions autour de Rome et tout ça. Et comme ça, j'ai pu, avec d'autres, bien sûr, rencontrer mon épouse. Mais toujours pendant la journée. Très froidement. Comment bien sûr. Vous lui avez parlé, vous lui avez fait un petit compliment? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis contenté de la regarder, de parler un peu avec elle, de parler un peu. Ce qu'elle avait fait comme étude, enfin bon, tout ce qu'on peut se dire quand on se connaît très mal. Alors, troisième fois? Alors, on est rentré en Belgique, et puis le temps passait, et je me disais, si je reviens à Rome, il ne faudrait quand même pas que je rate l'occasion. Donc, vous étiez amoureux déjà? Je la trouvais très à mon goût. Vous allez vite dans les... C'est vrai, un peu trop vite. Je la trouvais très à mon goût. Mais bon, on s'est revus, on est sortis un peu ensemble, on est allé
à Ostia ensemble, à Ostia Antica et tout ça. Il y a plein d'endroits, évidemment, à Romont. On peut se promener agréablement et bon. Et puis, un beau jour, quand j'avais décidé que j'allais essayer de lui faire ma petite, comment dirais-je, déclaration, je me suis dit, peut-être que je risque une claque, au fond. Hein. Et donc, il faut que je l'occupe. Alors, j'ai loué une petite voiture. Amoureux stratégique. Ou stratège amoureux. Oui, j'ai loué une petite voiture italienne, une petite Alfa Romeo bleu ciel. Et j'ai dit, mademoiselle, vous aimez conduire? Ah, oui, j'aime conduire. Et puis elle s'est mise au volant, je me suis mis à côté d'elle et j'ai commencé à lui expliquer que je l'aimais bien et que peut-être, si elle était d'accord, on pourrait aller plus loin un jour. Et comme elle avait les deux mains sur son volant, elle ne pouvait pas faire autre chose que continuer à conduire. Et alors elle m'a dit, mais vous êtes très gentil, mais nous ne nous connaissons pas et il nous faut du temps pour nous connaître. Donc c'était pas non, mais c'était pas oui non plus. Je trouvais que c'était un peu vite comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a été, je pense... Alors, on a appris à se connaître un peu. On a été invité chez ta sœur à Florence. Oui, voilà. À Sienne, enfin. On a été en Toscane, chez ma sœur. Et là, tu es resté, je pense, une semaine. Huitaine de jours. Quelque chose comme ça. Ouais. On s'est un peu promené. Là, on était à nous deux seuls. Seul enfin. Seul enfin. Ça, oui. Mais toujours en tout bien, tout honneur, à cette époque-là. Ça, écoutez, ça, c'est... Nous sommes... ça, bon, ça, c'est... Oui, non, ça, c'est... Alors, vous avez à un moment donné annoncé donc, votre mariage à votre famille, vous aussi. Oui, j'ai annoncé. À l'époque, il fallait quand même que le palais donne son accord, j'imagine. Ça devait être mon frère qui devait donner son accord. Donc, oui, il l'a donné tout de suite. Mais mon frère, bien sûr, il m'a dit, si tu es heureux avec cette personne... et puis... ils se sont rencontrés. Elle était quand même d'une famille assez connue, donc c'était facile d'avoir un peu des renseignements sur elle. Et nous avions un grand maréchal qui avait très bien connu son père, parce que son père était un héros de la guerre de 14. Un des grands pilotes de la guerre de 14. Et 15-18, comme disent les Italiens, nous l'appelons la guerre de 14-18, mais les Italiens sont entrés en guerre un an après, alors ils appellent ça la guerre de 15-18. Et donc il avait très bien connu Fulco Ruffo, qui était le père de mon épouse. Il m'avait dit, vous êtes sur du velours, au point de vue famille et tout ça, vous êtes sur du velours. Et pourtant, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce mariage ne s'est pas passé dans un grand bonheur. C'est vous qui avez dû faire un discours. Oh là 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 là, où va-t-on? Non, mais bon... Il régnait évidemment une atmosphère un peu lourde parce que, bon, il y avait certains membres de la famille qui considéraient que c'était une intruse qui arrivait dans la famille, etc. Comme souvent dans pas mal de familles. Comme souvent dans pas mal de familles. C'était pas très gai pour moi. Déjà, je connaissais pas le pays. Et ton frère était, le roi Baudouin était, au fond, assez malheureux de voir, justement, de voir que tu quittais éventuellement, tu quittais un peu là. Pas très loin, mais enfin, on se quittait. Oui, ça c'est honnête. Alors, regardez un peu, j'ai un magazine. J'imagine que vous reconnaissez la photo. Ah oui, 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 bien sûr. Le mariage. Ah oui, oui. Ce voile est un voile qui a été fait en Belgique. Le voile est assez extraordinaire parce que c'est ma grand-mère qui était belge qui l'a porté, ma mère l'a porté, et donc tous les femmes de ma famille l'ont porté, aussi ma fille. Je pense, la reine Mathilde aussi, je pense. Fabiola, je ne me rappelle plus. Aussi. Et qui ça? Je crois que Fabiola l'a porté. Non. Qui, Fabiola? Non, pas du tout. Non, ça... Non.
Alors, donc, mariage à la fois heureux, mais dans une ambiance un peu difficile. Jalousie de famille. Et je crois que vous avez fait un discours. Mais comme il n'y avait personne qui parlait, au déjeuner après le mariage, je me suis levé et j'ai dit quelques mots que j'avais préparés à tout hasard Non, par c'est écrit. vraiment... Mais là, vraiment, j'aurais dû m'apercevoir plus tôt que tu es doué pour ça. C'est... Pas doué du tout, mais... Alors, le voyage de noces Voyage de noces. et les paparazzis, c'est très déjà bien. à l'époque. C'est Déjà. très bien Non, passé. c'était plein, hein, à ce moment-là. Mon frère, C'était- très gentiment, nous avait mis un avion militaire à notre disposition, qui était un DC-3 à l'époque. Un DC-3, nous avons mis à peu près 5 ou 6 heures pour arriver aux Baléares. Majorque. Et puis nous avons traversé les Baléares avec notre voiture qui avait été amenée sur place. Et les paparazzis, vous avez retrouvé? Oui. Les paparazzi nous ont retrouvés et je dois dire, on a eu quelques problèmes avec eux parce que on avait fait... Notre maison était au bord de l'eau. Nous avions Attends, loué est-ce qu'il la n'y avait maison. pas la Guardia civile C'était la Guardia qui civile tirait dans qui nous l'eau? Enfin, protégeait. c'était Et assez ils étaient très mouvementé. sévères. Quand les gens passaient le cordon, Oui. ils tiraient dans l'eau à côté des... Les Oui, paparazzi j'étais- n'appréciaient pas tellement cela. Ça, j'imagine. D'où nous ne nous sommes pas fait une trop bonne réputation à ce moment-là. Mais ce n'était pas vraiment à cause de nous, mais ils voulaient nous protéger. Moi, j'avais jamais été en Espagne. À ce moment-là, on ne voyageait pas. Dans la baie de Formentor. On dit que j'avais une jeunesse de rêve, mais ça, je déteste quand on dit ça, parce que, au fait, j'avais fini mes études un peu tard, et j'étais une vie très simple. En fait, je suis allée à Paris pour la première fois à 20 ans. Moi non plus, j'avais pas des choses extraordinaires dans ma vie. Donc, tout le monde dit une jeunesse dorée, mais c'est un peu... Mais c'est pas vrai. C'est un peu faux. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails, mais enfin, on le sait, votre couple a aussi connu des crises, comme pas mal de couples. Et donc, une crise assez grave, puisque vous avez été au bord du divorce, que le roi Baudouin, je pense, Ça lui faisait beaucoup de mal. oui, l'avait accepté. Et finalement, il avait accepté à contre-cœur, mais il avait accepté parce qu'il m'aimait bien et qu'il voyait que j'étais malheureux. Et lorsqu'on est entré dans le vif des discussions avec les avocats Oui, pour les gardes à d'enfants. propos des gardes d'enfants, on a voulu que je sois celui qui ait la garde des enfants. Et ça, je n'acceptais pas. Parce que je trouvais qu'ils devaient aller chez leur maman. Et à partir de ce moment-là, les choses ont tourné et le miracle s'est réalisé. On a recommencé à se parler, à discuter ensemble. Et pour finir, nous étions à 2 contre nos avocats. Ce qui était ridicule comme situation. Et puis, En général, c'est rare, parce qu'en général, on donne plutôt les enfants à la mère. mais justement, c'est pour ça que je ne C'est pour voulais une pas question, accepter cette à mon situation. avis, dynastique ou... Oui, on s'est dit que la jeune princesse allait peut-être quitter la Belgique et aller autre part, et qu'il fallait que les enfants restent en Belgique, d'autant plus que mon frère n'avait pas d'enfants. Et ça, vous n'avez pas accepté. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Est-ce que, finalement, cette crise du couple, est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que vous avez eu tous les deux une enfance et une adolescence On était pas bien préparés. très sérieuse? Enfin, on en a Très parlé sérieuse. avant. En fait, selon moi, hein, on n'a pas fait ni l'un ni l'autre notre adolescence. Et au fond, on a eu coup sur coup des devoirs. Moi, je me suis retrouvée ici dans cette maison que j'aime beaucoup, mais qui était un peu inhospitalier au départ. Beaucoup, les enfants, coup sur coup, c'était... On n'avait pas fait... Vous n'aviez pas vécu ni l'un ni On n'a pas l'autre. vécu, ni l'un ni l'autre. Et finalement, on a découvert qu'on était fait l'un pour l'autre. Tout à fait. Oui, alors, il faut donc raconter. Donc, au bord du divorce, et puis le divorce ne se fait pas. Et puis, on le sait, avant votre accession au trône, on peut dire que vous avez une seconde, pas de nuit de noces, mais enfin, une seconde lune de miel. Alors,
je crois que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui se séparent. On continue toujours notre lune de miel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent. Comment vous êtes parvenu à renouer et à avoir, comme on peut le constater, tous les gens qui vous connaissent, aujourd'hui, une liaison très, très forte et très profonde? Parce que je crois que quand on a souffert et qu'on a été, au fond, au bord de la séparation et qu'on se retrouve, comment dirais-je, les qualités de la personne ressortent beaucoup mieux. On ressent beaucoup mieux quelles sont les qualités importantes que l'on peut retrouver chez sa compagne et dont il faut profiter, au fond, et qu'il faut valoriser. Et je pense que c'est des deux côtés, comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai eu aussi une histoire... Je cherchais. Moi, je cherchais quelque chose. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas tout à fait du tout, même, que j'étais très malheureuse. Et j'ai eu l'expérience de la mort de ma sœur. Et là, ça m'a ouvert un cheminement spirituel. Et je pense que toi, tu m'as laissé faire. Au moins, tu m'as laissé... cheminement spirituel. Non. Mais alors, quand j'ai vu que ma femme voulait approfondir certaines choses, je me suis dit, il faut qu'on reste un peu au même diapason. Donc, j'ai suivi mon épouse. Mais ma sœur était extraordinaire. Donc, c'est elle qui... Cette expérience de la mort, de la voir mourir d'une manière, au fond, merveilleuse et très sereine et gentille, ça m'a interpellée très fort. Et j'imagine que vos enfants étaient aussi un peu bousculés pendant cette crise du couple. Ils en ont beaucoup souffert? Moi, je suis sûre qu'ils en ont souffert. Nous souffrions et eux aussi. Mais ils doivent aussi réaliser le chemin qu'on a fait. Et je pense qu'ils le réalisent. Je pense. Il faut bien dire que le chemin qu'on a fait était longtemps avant de devenir roi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Si vous mettez des dates, dans les années 80, donc oui, ça... c'est ça. Mais c'est 10-12 ans avant de devenir roi. Votre règne n'aurait pas été le même sans la reine Paola, si vous aviez divorcé? Je n'aurais jamais accepté. Tu n'aurais accepté quoi? Je n'aurais pas accepté de devenir roi. Célibataire, non. Impensable. Il fallait qu'on soit un couple. Mais ça, je ne savais pas. Comment? Mais je ne savais pas que tu pensais à ça. Non, c'était trop important pour moi. Bon. Alors, il y a une question que tous ceux qui nous regardent attendent que je vous pose. On a beaucoup parlé de Delphine ces derniers temps. Je sais que vous ne répondrez pas à la question parce qu'il y a un procès en cours. Et c'est la raison pour laquelle vous n'en direz rien, en tout cas aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on regarde l'histoire de votre famille royale comme d'autres, ce sont des familles qui sont souvent compliquées. D'ailleurs, vous avez employé cet adjectif un jour qu'on s'est rencontrés, dire on est une famille compliquée. Compliquée pourquoi? Parce que vous êtes sous le feu des médias, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, ou bien finalement une famille ordinaire? Mais tout d'abord, elle est ordinairement compliquée. Ordinairement compliquée, oui, tu as raison. Mais la première chose, c'est que, bon, quand on est jeune, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de vous. Et au fond, finalement, je crois que ça, c'est le bienfait de l'époque actuelle. Quand je vois nos enfants, ils sont beaucoup plus près de leurs enfants que nous ne l'étions des nôtres. Et je crois que nos parents ne l'étaient, etc. Donc, ça, c'était déjà une partie du compliqué. Et puis, en plus, je pense que la moindre petite mésentente, la moindre petite chose est tout de suite connue, mise sur la place publique, etc. C'est aussi une situation insupportable. Mais aussi, il faut dire qu'on est très vrai l'un et l'autre, on ne joue pas des comédies, et donc il y avait des clashs très forts. Et ce qui fait que
il n'y avait pas une harmonie, disons que ça fait souffrir nos enfants. Mais moi, je ne veux plus me culpabiliser. Si j'ai un conseil à donner, de ne pas se culpabiliser, d'aller de l'avant, je pense, tu ne trouves pas? Tout à fait. Tout à fait. Et bon, on a fait ce qu'on pouvait, le mieux qu'on pouvait. Enfin, on a fait ce qu'on pouvait. Bon, je crois que des parents idéaux, ça n'existe pas. Non, je pense. C'est pas un métier qu'on apprend de devenir parent. On fait ce qu'on peut? On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec son caractère, ses faiblesses. Alors, certains ont remarqué que depuis votre abdication, vous restiez un peu dans l'ombre. C'est pour que votre fils soit en pleine lumière? Certainement. Nous l'avions annoncé, d'ailleurs. Hein. Je l'avais annoncé que nous nous retirerions et que nous ne voulions pas, surtout que c'est le début, nous ne voulions pas interférer dans les débuts qui sont toujours difficiles pour un jeune couple, enfin, il n'est plus si jeune, mais un jeune roi qui commence. On est ici dans la salle à manger du Belvédère. C'est vraiment votre chez vous, le Belvédère? Oui, ça c'est... Pourquoi tu me donnes la parole? Mais c'est vrai que quand on est arrivé ici, la maison n'était pas... C'était une maison, au fond, le commissaire de l'exposition habitait ici avec sa famille, donc c'était assez... Il y avait des cabines téléphoniques dans le jardin, il y avait des toilettes dans le parc et tout. C'était un peu public. Moi, j'étais un peu effondrée. Effrayée. Plutôt effrayée, pas effondrée. Oui. Mais effrayée. Et petit à petit, on a essayé. Et maintenant, nous aimons énormément cette maison. Et je pense encore dire qu'on a amélioré un patrimoine qui est belge et qui est... Parce qu'en fait, il faut savoir, cette maison ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas, non. Nous nous sentons un peu comme des ambassadeurs dans une résidence qui est mise à leur disposition. Bon, c'est pas... Ça appartient à l'État via la donation. C'est toute une histoire, la donation, c'est Léopold II qui l'a créée. Mais donc, ça appartient à la donation, ceci, et donc, ça ne nous appartient pas. Sire, votre femme, elle vous fait parfois des surprises? Oui. Tout le temps. Et après 5 ans, combien d'années de mariage? 55? 54, on va bientôt avoir. Moi, je trouve que la vie est faite de surprises. Il ne faut jamais être monotone. Et on fait des surprises, c'est vrai. Et je pose la même question à la reine. Votre mari vous fait parfois des surprises? Moins, parce que je ne suis pas très sûr de moi. Et alors, les surprises, on les organise ensemble. Oui, voilà. Si je veux vraiment avoir une surprise, je le fais avec elle, lui. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vous êtes encore jamais dites? Vous vous êtes tout dit, vous croyez? Je pense qu'on s'est tout dit. Oui. Je pense qu'on s'est tout dit. Et qu'on est... Oui. Et cependant, on a quand même encore des choses à se raconter. Oui, c'est vrai. Oui. Après s'être retrouvés, on a trouvé une petite chapelle et on s'est remariés. Alors, je trouve ça très gai de se marier 2 fois. Symboliquement, la seconde fois. Ah, évidemment. Symboliquement, oui. Et c'était la plus belle? À Marseille. Non, c'était une chose qui nous a renforcés encore. Il n'y avait personne d'abord. Il n'y avait que le prêtre et nous. Hein. Il n'y avait pas de témoins. Non, il n'y avait pas de témoins. Et pas de photos? Non, et pas de photos. C'était dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Marseille. Zometeen geeft koning Albert een antwoord op de kritiek die hij het voorbije jaar te verduren kreeg. We hebben een beetje geleden van die kritiek natuurlijk. Hè? En hij praatte ook voor het eerst over zijn aftreden. Ik voelde mij stilletjes aan zwakker en zwakker worden. Als je denkt dat je te oud wordt, moet je uitstappen.
votre jeune frère qui devient roi, tout d'un coup, changement de vie. J'étais épouvanté, parce que j'avais l'impression que j'allais le perdre. Je me dis, il va être tellement pris par les obligations de son règne que je vais le perdre. Et en fait, on a continué à se voir encore assez bien. Il était heureux quand il est devenu roi, ou ça lui aussi tombé comme une... Non, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux? Non, pas du tout. Et il avait le sentiment, au fond, qu'on avait été très injuste avec son père. Donc, il voulait marquer une certaine retenue, même. Il souriait très peu. Hein. Sauf avec vous. Avec nous, on rigolait bien. Oui. Oui. Mais il s'est remis à sourire quand il s'est marié. Oui. Mais jusqu'à son mariage, il a quand même vécu, donc il est devenu prince royal en 1950, parce qu'il n'avait pas encore, il n'avait que 20 ans, et la majorité à l'époque, la majorité politique n'était qu'à 21 ans. Et à 21 ans, alors il est devenu roi. Donc de 1950 jusqu'en 1960, quand il s'est marié, il a très peu souri. Et quand vous êtes marié, comment il a réagi? Il perdait aussi son frère, il était un peu triste. Il était aussi un petit peu triste, oui. Parce que je me suis marié avant lui, au fond. Hein. Oui. Je me suis marié avant lui. Mais il a toujours été extrêmement gentil pour ma femme. C'était des moments parfois un peu difficiles et poignants, mais toujours très affectueux. Il était un peu chef de famille? Il se comportait un peu comme chef de famille? Il était chef de famille. Et moi, j'aimais qu'il soit chef de famille. Je disais toujours à mes enfants, je suis votre père, mais lui, il est chef de famille. Et j'estime qu'il n'y a pas deux têtes. Il faut qu'il y ait une tête. C'est la seule manière de pouvoir tenir les choses, tenir un certain cap. Alors, il y a eu un moment quand même très difficile dans son règne, c'est le moment de la loi pour l'avortement, où il s'est mis, où on l'a mis en congé. Est-ce que là, vous avez eu des échanges, des dialogues? Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Mais j'étais très inquiet parce que je lui ai dit, écoute, moi, si jamais on ne veut plus qu'on te force, somme toute, à abdiquer, qu'est-ce que je vais faire si je dois te succéder? Si je ne te suis pas, on va dire que je te désapprouve. Si je te suis, ben, je risque de suivre le même sort, et ainsi de suite. C'était un moment assez difficile, assez crucial. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez posé toutes ces questions? Si c'est pas indiscret. Ben, il m'a répondu, écoute, on doit trouver une formule pour toi à ce moment-là, si cette chose arrive. Mais heureusement, tout ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Donc il avait pensé à ça? Oui, absolument. Il était vraiment torturé, tourmenté? Écoutez, il faut se mettre à sa place. Il adorait les enfants. Il a toujours aimé les enfants. Il n'a pas pu avoir d'enfants. Donc c'était pour lui quelque chose de déchirant. S'il revenait aujourd'hui... Je crois que le politique a compris ça. Oui. Et a trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution. Être roi, est-ce que c'est une fonction, un métier ou un destin qu'on ne choisit pas? Ou les trois à la fois? Oh, je pense que c'est un destin, hein, puisque certains ne sont pas normalement directement dans la ligne de succession et y arrivent par le jeu de, si je puis dire, malheureusement, des décès. Ainsi, mon grand-père ne s'attendait absolument pas à devenir roi. C'est son frère aîné, Baudouin, assez amusant, Baudouin Albert, qui est mort prématurément. Et alors, c'est lui qui est devenu l'héritier et qui a succédé donc au roi Léopold II. Et de même, donc, moi, j'ai
j'ai succédé à mon frère, donc c'était pour moi quelque chose de tout à fait inattendu et auquel je me sentais assez mal préparé finalement. J'avais bien une préparation économique, mais tout le reste me manquait. Hein. Il y avait quand même toute une série de ministres, de problèmes politiques que je ne connaissais pas. Hein. Mon frère m'avait toujours dit, écoute, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, je suis obligé de t'y répondre. Je me rappelle de cela. Mais moi, je n'avais pas très envie de lui poser ces questions. Quand j'étais avec lui, on parlait d'autre chose. On parlait de nos intérêts, de nos problèmes, etc. Et voilà, donc j'étais pas bien préparé. Vous avez dû apprendre finalement le métier de roi sur le tas. Sur le tas. Oui. Ben, comme mon frère également, finalement. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la fonction royale, après 20 ans d'expérience? Le plus éprouvant, le plus... Ben, il y a plusieurs choses dures. D'abord, on a peu de temps pour soi. On est tout le temps occupé. On doit signer beaucoup de papiers. Moi, j'ai la crampe de l'écrivain. C'est vrai? Parfois, je restais bloqué au milieu de ma signature. Je n'arrivais même pas à terminer ma signature. Et bon, on signe plus ou moins, je ne sais pas, 10, 12 000 arrêtés par an quand même. Hein, c'est beaucoup. Plus de vie privée? Un peu de vie privée, ben, on vivait très fort, mon épouse et moi. Avant, on sortait beaucoup, on avait quand même pas mal d'amis. On s'est replié sur nous-mêmes parce qu'on n'avait plus le temps et on n'avait plus non plus la force et l'envie de sortir parce que ça signifiait aller se coucher tard et le lendemain matin, il fallait se lever tôt. À qui le roi peut-il se confier? En toute sécurité? Bah, à son principal collaborateur et à sa femme. Bah, c'est certain que mon chef de cabinet était l'homme à qui je me confiais et auquel je demandais beaucoup de conseils. Mais aussi, je parlais beaucoup de mes problèmes à mon épouse, qui avait la patience de les écouter, parce que ce pas toujours des problèmes très amusants. Est-ce qu'un roi peut négocier pour arranger les affaires quand elles vont mal? Certainement pas à la manière d'un homme politique. Le roi négocie en laissant passer du temps, en posant des questions, en faisant réfléchir son interlocuteur. C'est ainsi qu'il négocie. C'est pas en disant, écoutez, si vous me donnez ceci, je vous donnerai cela, comme certains hommes politiques ou même certains hommes d'affaires peuvent négocier. Le roi doit toujours être extrêmement retenu. Donc médiateur, un peu psychiatre parfois? Ou psychologue? Psychiatre, certainement pas. Psychologue. Mais bon, psychologue... on finit par connaître, évidemment, certains de des personnes auxquelles on a le plus souvent affaire et on sait quels sont les sujets qu'il ne faut peut-être pas évoquer, qui les rendent un peu nerveux, mais de là à dire qu'on est psychologue, c'est beaucoup dire. Quand le roi rencontre pour la première fois son nouveau Premier ministre, qu'est-ce qu'il lui dit? La toute première fois. Ça doit être un moment émouvant. Oui, pour les deux, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il le voit, puisque c'est au fond le fruit d'une négociation et c'est l'aboutissement. En général, c'est une fête d'avoir son Premier ministre. Ça veut dire qu'on a réussi à remettre sur selle en selle un nouveau gouvernement. Et donc, vous trinquez. Ça se fait, oui, on trinque souvent. À deux? À deux, ou alors avec l'une ou l'autre personne présente. Est-ce que le roi se met parfois en colère lors d'un colloque singulier? Très rarement, mais ça m'est arrivé une fois ou l'autre, mais pas contre mon
Mon interlocuteur. Pas contre la personne avec laquelle je discute, mais plutôt en colère sur une situation. Bon, une indignation vis-à-vis d'une situation que je trouve inacceptable. Et donc, de ce fait, je n'offense pas celui qui est... bonjour, et il se sent alors lui-même, au fond, conforté dans cette colère. Parfois, ce sont des colères qui rendent un peu le souffle à certains ministres, oui. Est-ce qu'une famille royale, c'est beaucoup plus compliqué à gérer qu'une famille ordinaire? Ça, oui. Sans aucun doute. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent des membres d'une famille royale. Et puis ensuite, le moindre des problèmes est un problème qui devient tout de suite public. Et ça, c'est difficile à gérer. Vous le referiez ou bien c'était très, très dur? Mon Dieu, ça, c'est une question... Oui. C'est quand même 20 ans de sacrifice, d'une certaine manière. Mais je crois que, si je me trouve devant les mêmes situations, je le referais puisque je me sentirais moralement obligé de le faire. Toujours le sens du devoir, on n'y échappe pas. Est-ce que je le referais avec l'expérience ou est-ce que je le ferais sans expérience? Et avec l'expérience, ce serait autrement? Avec l'expérience, ce serait peut-être autrement, oui. Surtout au début de mon règne, oui. Qu'est-ce que vous referiez? Je suis curieux, là. Mais, par exemple, dans le cas de l'affaire du Trou, cette pénible affaire du Trou, je me trouvais en vacances dans le Midi et il m'a fallu quand même un certain temps pour me rendre compte combien en Belgique les gens étaient sensibles à ce problème. Maintenant, avec l'expérience, j'agirais différemment. Vous reviendriez tout de suite? Je serais revenu plus vite. Comment vous avez vécu la souffrance des familles que vous avez rencontrées? Ah, ça a été atroce. Nous avons absolument voulu rencontrer tous les parents, non seulement des enfants disparus à cause du Trou, mais également de ceux d'avant. Et je dois dire, nous lisions sur la figure de ceux qui nous expliquaient ce qui leur était arrivé, vraiment l'angoisse et la peur. Certains n'avaient pas encore retrouvé leurs enfants. Et donc, ils vivaient encore dans l'incertitude, se demandant si ces enfants, où ils étaient peut-être, Dieu sait, en Afrique ou en Amérique, dans quelque endroit sordide. Et certains, d'ailleurs, se sont littéralement ruinés à courir de par le monde pour essayer de retrouver leurs enfants. Et ils nous racontaient tout ça avec tant de détails que nous étions absolument bouleversés, mais aussi préoccupés de l'angoisse de ces parents, de ce que ça représente, au fond, pour des parents d'avoir un enfant qui disparaît et qui est entre les mains de gens affreux, sans aucune moralité, souvent criminels d'ailleurs. On en rêvait la nuit. C'était épouvantable. Atroce. Koning Albert wilde graag uitleggen waarom hij vorig jaar afstand deed van de troon. En die uitleg wilde hij vooral in het Nederlands geven. Een jaar na zijn aftreden heeft koning Albert naar eigen zeggen eindelijk zijn vrijheid herwonnen. Sire, u zei daarnet, ik leef nu vrijer dan vroeger. Is dat zo?
Zeker. Ten eerste, ik heb meer tijd. Vroeger had ik altijd een zeer druk programma. En we moesten dat programma natuurlijk volgen. En nu hebben we van tijd tot tijd toch wel een klein programma, maar veel meer vrije tijd. En u mag nu, als ik dat zo mag zeggen, u bent nu een gewone burger, u mag uw eigen mening geven. In een zekere mate, ja. Ik denk het in ieder geval. Want u moet natuurlijk altijd wel op uw tellen passen als u koning bent, hè? Natuurlijk, toen ik koning was, als ik een redevoering moest doen, dat moest langs de eerste minister gaan. En hij maakte zijn opmerkingen of zijn bemerkingen en ik moest er natuurlijk rekening van nemen. Maar dat is allemaal goed gebeurd. En u moet uw eigen mening voor uzelf houden vooral. Ja, een koning moet zijn eigen mening voor hemzelf houden, denk ik. U had daar geen moeite mee? Van tijd tot tijd, ja. Het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk. Ik stel mij die vraag en ik denk dat veel mensen zich die vraag stellen. Als u dan bijvoorbeeld mensen ontmoet die tegen u zijn, ja, die volbloed republikein zijn, ja. Hoe reageert u daar dan op? Ten eerste, men weet somtijds dat iemand tegen u is, niet altijd. Ten tweede, iedereen heeft zijn recht om zijn eigen ideeën te hebben over koningschap, over de monarchie. Maar ik denk dat wat belangrijk is een goede dialoog te hebben tussen twee mensen. En dat hebt u altijd gehad, ook met republikeinen? Ik heb dat altijd geprobeerd te hebben. Ja. Dus u kan eigenlijk zeggen, zelfs de politieke partijen die bij mij langs geweest zijn, ik heb daar altijd een goede babbel mee gehad. Zeker en vast. En bijzonder gedurende de tijd dat ik erevoorzitter was van wat men noemde de BDBH, de buitenlandse handel. Ja. U bent nu bijna een jaar geen regerende vorst meer. Er moet toch een moment geweest zijn toen u dacht, ik doe dit niet meer, ik wil ermee stoppen. Wanneer was dat? Ik kan u niet juist meer zeggen wanneer dat was. Ik voelde mij stilletjes aan zwakker en zwakker worden. En ik voelde ook dat ik meer en meer doof werd. En dus ik dacht bij mezelf, ik zal het niet kunnen lang nog aanhouden. Mm-hmm. En dan moest ik toch een periode vinden waar het goed meeviel. Hè? En ik denk dat we de goede periode gekozen hebben, de 21 juli 1913. U hebt een verkeerde datum gezegd, maar dat geeft niet. 1900? U heeft 1913 gezegd in plaats van 2013. 2013, oh ja, dat is juist. Ziet u, dat is mijn leeftijd. Hè? Nee, geen probleem. Sire, u zei daarnet ook, ik vond het ontzettend belangrijk om mijn vrouw in die beslissing te betrekken. Hoe hebt u dat op een bepaald moment aan haar dan gezegd? Oh, ik heb het vanaf het begin gezegd. Hè. Ze heeft dat met mij gans de tijd beleefd. Hè. En dat was voor haar natuurlijk uiterst belangrijk dat ik mijn taak goed kon invullen. En dus, zij heeft mij gezegd altijd, als je denkt dat je te oud wordt, moet je uitstappen. Dus dat moment was er toen. Voor vele buitenstaanders komt dat natuurlijk als een complete verrassing. Voor u was het dus geen verrassing, duidelijk. Voor mij was het geen verrassing, zeker niet. En voor uw familie? Ik heb er niet veel over gesproken aan mijn familie, nee. Dat was iets tussen mijn vrouw en ik. Maar u hebt uw opvolger vanzelfsprekend wel voorbereid en verteld? Op een zeker ogenblik, ja. Dan heb ik hem toch gezegd, voilà,
u moeten verwachten dat het zal komen binnen een paar weken of een paar maanden. Ja. Zonder een juiste datum te zeggen. Want ik wist nog zelfs niet de juiste datum die wij gingen kiezen. Dat hing af ook van de regering. Hè. Men zegt dat die politieke crisis u zoveel energie gekost heeft. Klopt dat? Dat heeft veel energie gekost voor iedereen, denk ik. Bijzonder voor de politici, maar ook voor mij. En dat wilde u geen tweede keer meemaken? Wel, dat is een kwestie van leeftijd. Hè? En van, hoe zou ik zeggen, van persoonlijke dynamisme. Hè? Ik zou de redenering kunnen omdraaien en zeggen aan u, u was misschien niet graag koning meer. Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik deed mijn plicht met hart en ziel, denk ik. En we hadden toch de gelegenheid om zeer interessante mensen te ontmoeten. Maar natuurlijk, het was vermoeiend. Ik denk dat veel mensen zich wel de vraag stellen, heeft koning Albert nu geen spijt van zijn beslissing? Nee, zeker niet. Ik denk dat het land is in goede handen. En ik wil nu genieten van mijn vrijheid. En die vrijheid, die hebt u? Dat begint stilletjes aan. Het moet nog langzaam komen. Wij moeten ons goed organiseren. Ja. Uw zoon, kan ik mij voorstellen, was dan toch blij als hij te horen kreeg van de functie komt in uw richting. Hoe reageerde hij? Weet u dat nog? Hij reageerde zoals men moet reageren. Hij was bereid om zijn taak te nemen, denk ik. Maar anders heb ik geen andere commentaar te geven. Vindt u dat uw zoon zich voldoende kwijt van zijn taak? Zeker en vast, tot nu toe. Het gaat goed. Hè? En u bent daar blij om? Ik verheug me ervan. Het is, Sire, natuurlijk een bijzonder vreemd jaar geweest voor u. Er is een paar keer ook kritiek geuit op u. Hoe gaat u daarmee om met die kritiek? Begrijpt u die ook? We hebben een beetje geleden van die kritiek natuurlijk. Hè. Wij dachten dat we misschien de mensen die ons hebben gekritiseerd niet zo goed op de hoogte waren van de werkelijkheid. Vele mensen vragen zich ook af, Sire, hoe die relatie is tussen u en de nieuwe koning. Is die relatie goed of staat die onder druk? Die relatie moet goed zijn. Hoopt u dat uw kinderen ook naar dit interview kijken en dat zij zich gesterkt voelen, dat zij hun vader zien zoals hij is? Ik veronderstel het. Maar ze kennen u? Natuurlijk dat ze mij kennen. Maar ik bedoel dan, ze kennen u en ze kennen uw goede kanten en uw zwakke kanten? Ze kennen mijn goede kanten en mijn zwakke kanten. Maar ik denk dat ze mij graag zien. Mijn banden met al de kinderen zijn intens. En uw kleinkind, prins Amedeo, gaat nu ook trouwen? Hij gaat trouwen en ik denk dat het een mooie feest zal zijn. En het gebeurt in Rome. En zoals u weet, Rome is de stad die iets betekent voor ons. Hè. Dat is de stad waar ik mijn dierbare vrouw ontmoet heb. Ja. En dus het is een stad die ik graag zie en waar ik graag terug ga. U hebt een zeer rijk gevulde carrière gehad. Ik heb dat kans gehad, ja. Bent u daar dankbaar voor? Ik ben daar zeer dankbaar voor, ja. Zeker en vast.
Was het zal ik maar zeggen, was het een opdracht of was het een plezier om België te dienen? Beide. Beide, zou ik zeggen. Maar ook een opdracht dus. En het was voor mij een eer ook, België te mogen dienen als koning. Ook op moeilijke momenten bijvoorbeeld? Want u hebt een aantal moeilijke momenten gekend in uw carrière. Maar dat behoort tot, zou ik zeggen, het feit dat u koning bent. Hè. U bent koning voor de moeilijke momenten en voor de aangename en leuke momenten voor iedereen. Houdt de monarchie in uw ogen, houdt die België samen? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik heb liever daar niet te antwoorden, want dat is te politiek. Ja. Maar u vindt het wel op zijn minst een belangrijk instituut voor België? Het is zeker een belangrijk instituut, ja. En het heeft ook zijn waarde hier in dit land? Ik denk het wel. Hoe wil u als koning herinnerd worden? Ik heb er nog niet veel aan gedacht, ik moet zeggen. Maar ik zou zeggen als een man die zijn plicht heeft gedaan, zo goed hij kon. En die ik hoop, zijn dienst heeft bewezen voor het land en voor de Belgen. Zo goed mogelijk. U hebt nu nog heel veel tijd voor de boeg. Waar gaat u nu echt Dat is vriendelijk van het te zeggen. Ik ben er niet van overtuigd. Maar waar gaat u nu van genieten? Een beetje overal. Een beetje overal. In België natuurlijk, maar ook in Frankrijk, waar we ons huis hebben. En ook in Italië, op de Middellandse Zee. Maar ziet u nog een rol voor uzelf en uw vrouw weggelegd hier in België? Een bescheiden rol, jawel. Een bescheiden rol. Ik denk bijvoorbeeld aan de stichting Koningin Paula. Daar wensen wij zeker de werken van die stichting te volgen. Op sociaal gebied. Op het gebied van kunst ook heeft de koningin altijd veel interesse getoond. En ik wens haar nu te volgen. En ze zou mijn mentor kunnen zijn. Bijzonder voor de moderne kunst. Zij kent veel kunstenaars. Ik heb er nu een paar jaar leren kennen. Mm-hmm. En het is werkelijk de moeite waard. Ja. Maar het is niet zo dat u zegt van, ik wil nog een volwaardige officiële rol spelen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. De nieuwe koning krijgt een goede pers, wordt goed gepercipieerd. Ja. Is dat normaal? Hebt u dat ook gekend? In een zekere mate ook, denk ik. De tijd veranderen, hè. De pers is ook meer... toen ik begon, 20 jaar geleden, was de pers minder actief, zou ik zeggen, om u stap per stap te volgen. Dat maakt het natuurlijk des te moeilijker voor het koningschap. En dat maakt het ook moeilijk voor de koninklijke familie, zoals u zelf zegt. En het maakt het ook moeilijker voor de koninklijke familie. Focussen we te veel op de problemen die er zijn, of die er misschien niet zijn? Van tijd tot tijd. Wat moeten we dan doen? Veel geduld hebben. Ik wens u nog veel goede jaren, u en uw vrouw. En ik dank u zeer voor dit open gesprek, Sire. Dank u, meneer. Dank u.